Donc moi, je suis un de tes fans sur ta chaîne YouTube, hein, Fulloscopy. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort de toi, je me dis, ça fait trop le lien avec ce que nous on fait en entreprise. Ouais. Et ça, bah, tu amènes le côté scientifique justement. Mhm. Je vais pas en dire plus, mais Mhm. je te laisse peut-être te présenter en fait. Ok. Parce que Du coup, moi je suis chercheur, je travaille dans un laboratoire de recherche. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je bosse sur le thème du collectif d'une manière générale et de l'intelligence collective plus particulièrement. Et j'ai la même sensation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de barrière invisible entre le monde de la science et le monde de l'entreprise, où en fait nous on fait des découvertes et on les publie pour nos collègues chercheurs. Et en fait les chercheurs ils les lisent et on se retrouve en conférence, etc. Mais ça sort rarement. Et des fois en particulier sur et des, et des fois, en particulier sur le thème de l'intelligence collective, il y a des découvertes où je me dis ça pourrait vraiment être utile. Et c'est pour ça que ce genre de rassemblement, comme la journée agile par exemple, c'est super parce que ça permet de faire un lien justement entre tous ces chercheurs. Il y a plein de chercheurs que vous pourriez inviter la prochaine fois. J'ai des collègues, il y a pas tu juste. veux la liste? J'ai des collègues qui font des travaux incroyables. Ok. Voilà. Eric? Mais oui, alors, j'y avais pas pensé jusque-là, mais ce que tu viens de dire, ça résonne parce que dans notre boulot, dans nos interventions dans les entreprises, Zorman et moi, on a tendance à essayer d'aller chasser les silos. Ouais. Mais là, j'en entends un dont j'imaginais même pas qu'il existait, quoi. Ouais. Parce que je ressens une frustration de pas en savoir plus et de pas pouvoir étayer des intuitions que beaucoup de Scrum Masters et de coachs agiles ont avec les Ouais. données scientifiques. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est pas une tour d'ivoire. Il y a aussi une frustration de ce côté-là. On n'arrive pas à en parler, quoi. C'est dingue. On a des moyens de communication de fou. Et pourtant, les ponts restent difficiles à maintenir, sans doute, parce qu'on est noyé par tellement d'autres infos qu'on ne sait plus lesquelles. Mais donc, Exactement. Et puis en voilà, fait, creuser plus. la connaissance scientifique, elle peut être un petit peu lourde et en plus, elle peut être un peu complexe. Souvent, ce qu'on trouve quand on se balade sur un blog ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont simplifiées. Et du coup, ça devient plus difficile. Mais si on veut vraiment se plonger dans la vraie science, eh ben, il faut faire un effort pour voir, ah oui, ça marche, mais seulement dans ces conditions. Ou c'est juste une corrélation, elle est assez faible, ou ce genre de choses. Et en tout cas, en sciences cognitives, psychologie comportementale et sciences sociales d'une manière générale, il y a des travaux incroyables. Moi, j'ai un vivier finalement, c'est ce que je fais, tu vois, sur YouTube. C'est qu'en fait, je puise les découvertes que font mes collègues et en fait, je les transforme avec des mots au grand public parce que voilà, je me suis spécialisé un peu là-dedans, je sais le faire. Et je vais dire au grand public, je suis un passeur en fait, hein, je suis entre les deux, je fais l'interface. Et je vais dire au grand public, bah voilà ce qui a été découvert, je le dis juste avec des mots simples. Mais, euh, mais vous imaginez pas tout ce qu'il y a, et en plus ça va vite. Toutes les découvertes qui sortent en laboratoire, je suis sûr que Je vous vais, seriez fan. je vais aller chercher un peu plus. Et en t'écoutant tout à l'heure, je l'ai évoqué. Tu m'as fait rajeunir de très loin parce que j'ai lu Asimov quand j'étais ado. J'ai lu ton bouquin. Et dans le bouquin, j'avais l'impression de ah tiens, ça c'est comme ça dans Asimov. Oh, la psychohistoire. Oh, le machin. Oh, les drones qui vont aller butiner parce que les humains ont peur des robots humanoïdes. Donc, on va faire des trucs qui vont butiner. Ben là, on est au stade où on a presque intérêt à les inventer parce qu'il n'y a plus assez d'abeilles, etc. Donc, il y a ce côté-là. Sauf qu'au lieu d'être des romans de science-fiction, là, j'y touche adulte, avec un côté un peu plus scientifique et une Ouais. manière d'aller chercher des choses dont j'ai l'intuition que ça devrait marcher. Là, par exemple, maintenant, je sais que je vais avoir le droit de dire, mais enfin, on est quand même pas plus con que des fourmis. Tu vois, donc on devrait pouvoir y arriver là normalement. Ok, si une fourmi y arrive sans chef, normalement, Ouais. nous on devrait pouvoir au moins essayer quoi. Ah, Et pas s'arrêter au deuxième coup. J'aimais bien ton graphe où il fallait 3 coups pour que ça s'améliore. Mm. Or, dans les entreprises, si ça marche pas dès le deuxième coup, c'est un échec. Mm. Et donc, on va pas plus loin et donc on reste dans le même schéma Mm. tout le temps. On va nommer le chef à l'avance et donc on n'a pas le bon. Et il y a la science-fiction, elle touche pas mal. Et il y a un vrai côté science-fiction qui est assez récent finalement, qui arrive au milieu des années 2000 en sciences, où toutes les sciences sociales et sciences humaines, elles ont commencé à être quantifiées. Ça a été commencé à être pris en main par des disciplines comme la physique, qu'on appelle la physique sociale. Hein, tu vois, c'est un petit peu bizarre comme terme. On commence à mettre en équation des comportements collectifs. On comprend qu'on ne peut pas prédire ce que va faire une personne. Une personne, c'est imprévisible. Mais ce qui est super, c'est qu'on peut prédire ce que va faire un collectif. Ça, c'est la loi des grands nombres. S'il y a plein de monde qui font chacun leur truc, bah, en fait, collectivement, ça devient prévisible. C'est assez contre-intuitif, mais c'est le cas. Et il y a des choses, les seules choses qu'on n'arrive pas encore vraiment à prédire, c'est tout ce qui est de l'ordre de
des points de bascule et des mouvements de révolution, des choses qui vont transformer profondément parce qu'il y a énormément de physique statistique derrière, un peu compliqué. Mais finalement, la psychohistoire d'Asimov, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, dans le sens où on arrive à mettre en équation des comportements collectifs et à prédire des choses à l'avance. Je me souviens quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, il y a une personne dans le jury là qui m'a posé une question à la fin, difficile quand tu es un petit jeune et que tu soutiens ta thèse. Il m'a dit, mais vous n'avez pas un peu l'impression d'inventer la bombe atomique? En me disant, en suggérant qu'on faisait des travaux qui pouvaient être dangereux s'ils sont mal utilisés. Et à l'époque, j'étais un peu incapable de répondre à une question pareille. Mais aujourd'hui, je dirais que il faut faire attention. On invente des outils et qui peuvent être utilisés, par exemple, à des fins de manipulation. Bah, c'est exactement, en fait, quand je t'écoutais, c'était exactement le topic que j'avais. C'est est-ce que toi, justement, par rapport au sujet que tu creuses, Ouais. est-ce que ça te fait pas peur, justement, que ça tombe dans les mains? Parce que là, on voit un peu un retour en arrière, on revient de l'extrémisme, de l'extrême droite qui monte un peu partout. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec, justement, la manipulation de masse. Ouais. Est-ce que, justement, les travaux que tu mènes pourraient amener à est-ce qu'une nouvelle forme de totalitarisme débarque, en fait? Oui, dans un sens, ça peut faire peur. On ne se passe pas trop cette question-là dans le sens où il y a une échelle de temps qui est quand même très longue. Ouais. C'est-à-dire que le chercheur, il ne va pas se pencher sur comment déclencher une révolution. C'est trop global comme question. Il va se pencher sur un tout petit sous-problème, un tout petit détail, et il va juste dire, ah bah moi j'ai résolu ce petit détail, et puis il y en a un autre qui résout un autre petit détail. Et puis en fait, dans le fond, quand tu les accumules, tu te rends compte que ça a une conséquence qui peut être utilisée à des mauvaises fins, mais on ne se pose pas vraiment la question dans ce sens. Mais effectivement, toutes les recherches, en particulier sur les révolutions, Ouais. les recherches qui touchent donc plus précisément les thématiques de la masse critique et du point de bascule, où on se demande comment naît une révolution à partir de rien. Vous savez, des fois comme les révolutions arabes dans les années 2010, où il y a une sorte d'embrasement d'un seul coup et tout le gouvernement est renversé. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur la dynamique sociale qu'il y a eu derrière. Et il y a des choses qu'on peut prédire, il y a des choses qu'on peut maîtriser, contrôler. Ça pourrait être utilisé à des mauvaises fins, effectivement. Mais en réalité, je ne me pose pas trop la question. C'est pas tant comment ça va être utilisé, Moi, je crée de la connaissance. Oui, Finalement, ça, je ne crée pas un outil en particulier, je crée juste une connaissance sur les interactions entre les gens. Ouais, on revient toujours à la fameuse discussion sur un couteau qui peut être utile ou le marteau, dangereux. ouais. Et le fait de le savoir peut faire que peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà compris ça de manière empirique et qui l'emploient. Et le fait de le rendre explicite peut faire que d'autres pourraient se dire, ah mais en fait c'est ça qu'il est en train de faire et lutter contre. Et donc forcément C'est très rare le fait de bloquer une découverte scientifique parce qu'on a intuition qu'elle va avoir des mauvaises conséquences. C'est vraiment rare. Je n'ai pas d'exemple en tête. Je suis sûr qu'il doit y en avoir, mais je n'ai pas d'exemple en tête. En général, nous, on produit de la connaissance, pas des outils. On produit juste de la connaissance. On dit, voilà comment fonctionnent les choses et on le pose dans le domaine public, c'est nos publications. Après, n'importe qui peut les prendre. Et finalement, il y a des pouvoirs publics qui viennent après, qui vont aller contrôler un petit peu qui prend quoi, mais c'est simple. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes travaux de recherche, dans ce que tu fais, je veux dire, au sens large, au quotidien, en tant que chercheur? C'est super varié. Il y a des moments d'expérimentation, c'est mes moments préférés, je pense. Moi, j'ai un peu une casquette d'expérimentateur. Il y a des chercheurs qui font beaucoup de théories, de modèles et d'équations. Moi, j'ai plus une casquette d'expérimentateur. J'adore concevoir une expérience. J'imagine les gens, je vais les mettre dans telle situation, j'imagine comment ils vont réagir, etc. Puis en plus, c'est un travail un peu minutieux. Il faut être très rigoureux sur les petits détails. Vous n'imaginez pas toutes les causes qu'il peut y avoir qui vont faire foirer une expérience. Les petites influences, juste la personne qui donne les consignes aux participants, elle a une influence déjà sur ce qu'ils vont faire. Juste la façon dont tu le dis, tu peux suggérer un petit peu que tu attends un certain comportement et pas un autre, etc. Donc, par exemple, celui qui donne les consignes, il ne doit pas être au courant de la finalité de l'expérience, par exemple. Okay. Donc, il y a plein de petits détails comme ça et j'adore me rendre compte que finalement, le comportement humain, il est très fragile, tu vois, il est très influençable et il faut qu'il soit le plus propre possible. Donc, concevoir des expériences, j'adore. J'adore voir l'expérience se dérouler. Pas dans la salle, évidemment, sinon ça a une influence, mais derrière un écran de contrôle où tu as l'impression de regarder une télé-réalité, quoi. Tu as l'impression de voir des gens qui sont en train de discuter, et puis il y en a un qui crie, qui est un peu autoritaire, et puis il y a la petite qui est un peu timide et tout ça. Tu la regardes derrière ton écran de contrôle et on dirait une série, quoi. On dirait une série sur Netflix. Et après, analyser les résultats, quand les résultats arrivent sur l'ordinateur et tu vois les courbes qui apparaissent, j'adore faire ça. Ok. J'ai ça aussi, Pierre-Emmanuel, l'autre jour, quelqu'un un facilitateur qui nous a posé la question, tiens, et tes collègues, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et Pierre-Emmanuel lui disait,
Eric, il aime bien et il est doué pour faire une expérience aux gens. Et effectivement, quand je construis mes ateliers, je fais ça. Alors, je ne le fais pas du tout de la manière rigoureuse Ouais, dont je bien le sûr. fais. Et au contraire, j'observe et j'interagis en temps réel parce que j'ai un objectif particulier de leur faire prendre conscience de quelque chose, de leur faire essayer de découvrir quelque chose. Mais donc, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il faut faire attention au temps de parole, à l'ordre de parole, Oui. etc. Et moi, j'adore utiliser des jeux coopératifs. Mais parmi ceux-là, j'aime vraiment beaucoup ceux où la parole est soit complètement limitée, soit extrêmement limitée à un vocabulaire très simple. J'ai construit plusieurs ateliers dessus. Et je retrouvais dans le plaisir que je voyais sur ton visage en parlant de ouais, observer comment ça se passe. Je kiffe à fond quand je fais des trucs comme ça. Et en plus, je vois bien que ça marche. J'en ai encore fait un ce matin qui a marché mieux que ce que j'espérais. Mais maintenant, tu m'as donné envie d'aller aller chercher des outils un peu plus. De faire un peu plus attention pour que le résultat soit un peu moins aléatoire. Ouais, absolument, ouais. Donc là, j'ai vraiment envie de creuser. Bon, il y a un autre truc qui est peut-être. En tout cas, on aura plus le temps aujourd'hui. Mais je pense à 2 jeux en particulier. Mais vraiment, je rêverais de faire une partie de ces jeux-là avec toi. Avec plaisir. C'est un de ces jours. Il y en a un qu'on peut faire en ligne. J'ai de quoi. Le deuxième, je ne sais pas, mais je bougerai s'il faut. Si tu veux, tu mentionnes le thème de la parole. C'est vraiment un point critique. Et en fait, c'est un peu déchirant finalement, dans le sens où la parole, donc les interactions sociales, les échanges, c'est un vecteur d'influence. Et souvent, l'influence, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser parce que ça peut partir dans tous les sens. Ça dépend qui parle. Si c'est une personne qui a la bonne réponse, par exemple, et qu'elle influence les autres, on est content. Mais si elle a la mauvaise réponse et qu'elle influence les autres, on n'est pas content. Donc l'influence, c'est un peu délicat. C'est pour ça que les chercheurs, souvent, ils travaillent sans parole. Donc on va aller collecter les avis indépendants des gens. Et ensuite, on va essayer de trouver une façon de les agréger, de les mettre en commun avec des techniques d'agrégation comme le vote, la majorité, la moyenne, tout ça. En revanche, la parole, ça peut être bénéfique aussi, parce que ça crée des connexions entre les idées. D'accord ? Donc les gens ont des idées chacun de leur côté, et finalement, c'est en les faisant échanger que les idées des uns vont s'imprégner des idées des autres pour créer quelque chose de nouveau. Et là, on a envie qu'ils parlent. Et on a toujours cette problématique finalement quand on travaille en termes d'intelligence collective, c'est quel degré de parole on veut. Est-ce qu'on veut beaucoup ? On risque des influences, ça va partir dans tous les sens, mais ça peut créer des connexions positives. Ou bien est-ce qu'on n'en veut pas du tout ? Et finalement, c'est pas binaire, hein. Il y a un curseur entre les deux où on peut en mettre un peu, moyen, un moyen plus, beaucoup, etc. Et ça, c'est intéressant. Je rebondis dans ce que tu disais sur le volume de paroles qu'il faut dans un jeu. Et il y a les jeux où on parle beaucoup, des jeux où on parle moins. Je pense que ça dépend aussi du problème. Je pense que les problèmes plus créatifs, c'est les choses où on peut se permettre plus d'interaction. Mais les paroles, ça peut. Ouais, bref, voilà. Il y a un dilemme à résoudre. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. En fait, moi, j'ai fait connaissance de tes travaux via YouTube. Donc, j'ai plusieurs questions là-dessus, mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et quelle a été la clé du succès? Parce que finalement, quand je regarde un peu les statistiques, 35 vidéos, 500 000 abonnés, je dis waouh! Enfin, je suis impressionné, sincèrement. Et surtout que tu ne sors pas une vidéo toutes les semaines comme certains youtubeurs, on peut appeler ça. Mais j'ai vu le succès que tu as ici. Les gens veulent des selfies avec toi, c'est incroyable ça. Donc, Ouais, pas qu'ici en réalité, mais ouais. pour être honnête, ce n'est absolument pas calculé. Quand la première vidéo de la chaîne YouTube est sortie, je ne savais même pas comment fonctionnait YouTube. Je pensais que c'était une plateforme où des étudiants se filmaient en cours avec leur téléphone et qui mettaient des vidéos débiles. Et pour moi, c'était un signe de grande poubelle du web. Il n'y avait que des sortes de selfies et tout, je ne savais pas du tout. Et par contre, pour la vulgarisation scientifique, moi j'étais plus à l'ancienne, je pensais qu'il fallait écrire des livres pour s'adresser voilà, avec un livre, parce qu'un livre c'est plus sérieux. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Fulloscopy en 2019, sorti en 2020. Et pour en faire la promotion, j'ai fait une vidéo qui n'était pas encore dédiée à YouTube. Okay. J'ai fait une vidéo que je voulais partager sur Twitter. Et cette vidéo s'appelle 10 conseils pour survivre pendant un mouvement de foule. Donc je l'ai enrobé dans un truc un peu guide de survivre dans une foule. Mais en réalité, c'était une pub. C'est une pub pour le livre. C'est-à-dire qu'à la fin du guide, il y a, eh bien tiens, d'ailleurs, j'ai un livre si vous voulez aller voir plus. Et c'est tout. C'était juste ça ma contribution vidéo. Et je l'ai mise sur différentes plateformes, dont YouTube.
Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, je commençais à recevoir des mails. Si on le configure mal, en fait, on reçoit un mail à chaque fois que quelqu'un s'abonne. Un mail par abonné. Et j'ai commencé à recevoir des mails automatiques de YouTube qui me disaient quelqu'un s'est abonné, quelqu'un s'est abonné, quelqu'un s'est abonné. Puis genre, ça a dû monter à 250. Genre, il y avait 250 personnes qui étaient abonnées. Et du coup, ça met un peu de pression. On se dit, oh là là, j'ai 250 personnes qui attendent. Parce qu'elles sont abonnées. Elles attendent quelque chose. Et donc, j'en ai fait une autre de vidéo. Et sans faire gaffe, j'en ai mis une troisième. Et puis, j'ai désactivé l'option notification par mail. Et ça a explosé. Et en fait, sans le vouloir, je me suis positionné dans une niche. Parce qu'après, j'ai pris du recul sur le monde de la vulgarisation francophone, scientifique francophone. Et j'ai vu qu'en fait, j'étais positionné dans une niche, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui explique aussi le succès. C'est-à-dire que la vulgarisation, c'est très astronomie. Tout le monde adore l'astronomie. On veut savoir ce qu'il y a dans... Il y a plein de vulgarisation de l'espace. Biologie, beaucoup. Théorie de l'évolution et tout. Forcément, c'est des grandes découvertes. Et finalement, c'est assez restreint. Et en particulier en sciences humaines, il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, je me suis rendu compte après que j'étais positionné dans cette niche. Et donc, forcément, quand on est dans une niche, il y a tous les gens qui sont intéressés, qui trouvent quelque chose, qui trouvent des réponses. Donc, c'est pour ça que les gens s'abonnent, quoi. Oui. Je pense. Ouais, c'est incroyable. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est de l'ordre du rêve. D'accord. C'est dans... Bon, je ne veux pas cadrer. Si tu avais un rêve, une baguette magique, ce serait quoi? Tu ferais quoi avec? J'aimerais que les gens soient plus scientifiques. Pas pour de scientifiques, genre devenir chercheur, pour avoir une vue globale de la méthode scientifique et de qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est faux, etc. Et connaître un petit peu une sorte de hiérarchie de preuves, savoir que si c'est ma voisine qui me l'a dit, ça n'a pas grande valeur, alors que si c'est une publication scientifique, savoir comment ça fonctionne, etc. Et je pense que ce serait mieux partout si les gens avaient juste un peu de méthode scientifique, de savoir comment on fait pour construire une vérité. C'est pas juste à celui qui crie le plus fort ou qui argumente le mieux, c'est des faits, etc. Et malheureusement, j'ai l'impression que le monde va dans le sens opposé, où finalement, il y a des sortes de réalités alternatives qui apparaissent, où nous, des gens que tu peux voir sur les réseaux sociaux, ils sont dans une communauté où eux, ils croient quelque chose, et puis il y a une autre communauté où on croit autre chose. Comme s'il n'y avait pas de vrai avec une majuscule, tu vois. Il y a juste des groupes de croyances, et c'est ainsi. Et puis après, on ne peut pas vraiment discuter. C'est genre, moi, je pense que les vaccins sont dangereux, toi non, chacun son avis. Non, en fait, non. Il y a une science qui peut trancher derrière. Et je pense que s'il y avait plus de culture scientifique d'une manière générale, je pense que le monde entier irait mieux. Voilà. Ok. C'est un vœu sympa, parce que au début, je me suis dit, je vais faire apparaître de l'argent, ou $1 million, ou des trucs comme ça. Non, t'as quand même un truc un peu pour l'humanité, quand même. Allez, top. Si on veut te suivre, te contacter, comment on fait? Je ne sais pas. Si vous voulez me suivre, c'est sur YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Fulloscopy. Fulloscopy, c'est le mot-clé. Donc, c'est tout mon univers. Il s'appelle Fulloscopy. Pour me contacter, je suis sûr que vous allez trouver. Je reçois plein de mails de gens. Je ne sais pas où ils ont trouvé mon mail. Donc, ça doit traîner sur Internet quelque part. Donc, je pense qu'en tapant mon nom, Fulloscopy, on finit par trouver mon mail. C'est eux qui reçoivent tes notifications YouTube maintenant, c'est comme ça qu'ils connaissent ton adresse. C'est vrai. Merci Mehdi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour l'invitation. C'est super.